le deuxième grand volet de notre conférence ce soir, qui est comment réduire les risques liés à la dépendance digitale, puisque maintenant nous savons qu'il y a une dépendance digitale, mais que ce n'est pas une fatalité. Comment réduire ces risques? Et là, je voudrais donner la bienvenue, dire bienvenue à Serge Gratton et Nicolas Hacher de l'ANITI, avec Bovic toujours, et toujours en distanciel, Maître Damiano, Maître Tardiva, et Jérôme Durand d'Opsios. Vous êtes nombreux à pouvoir répondre à ces questions ici sur cette deuxième grande partie qui va traiter de frugalité digitale, de réduction de contournement des interdépendances étrangères et de digital souverain, made in France. Est-il possible? Sachant qu'en Europe, il y a des intérêts communs, il y a évolutive et générative, et qu'en France, il y a encore des progrès à faire, bien entendu. Et donc, on aimerait vous poser cette question sur la dépendance digitale, et en particulier, comment faire pour la réduire, c'est-à-dire intégration verticale, sauvegarde des valeurs, de la puissance, de la crédibilité, développement d'une vraie arme stratégique, bref, comment rester libre de nos choix. Et je voudrais poser la question là sur l'adoption d'une démarche proactive dans ce sens, et celui d'entre vous qui voudra bien répondre, et on va vous donner évidemment la priorité aujourd'hui, Monsieur Hacher et Monsieur Gratton, et peut-être du côté avocat également, quels sont les critères clairs qui aujourd'hui, selon vous, définissent une IA de confiance? Alors je m'adresse à vous à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Serge Gratton est avec nous et Nicolas Hacher est avec nous en distanciel. Vous êtes là avec nous en présentiel. Quels critères clairs définissent aujourd'hui l'IA de confiance dans nos systèmes et comment le mesurer régulièrement? La parole est à vous sur le sujet. Une minute et demie à peu près. D'accord. Donc le problème de la confiance, déjà, c'est que c'est un mot qui est très très galvaudé. Et donc, on peut le voir d'un point de vue scientifique sur la propriété des systèmes. Donc, par exemple, un système d'intelligence artificielle, je vais dire qu'il est de confiance s'il a un certain nombre de propriétés. Par exemple, il ne va pas se tromper. Mais ça, on sait que ce n'est pas le cas de la plupart des systèmes actuels. Ils commettent beaucoup d'erreurs lorsqu'ils font des raisonnements. On peut dire qu'un système est de confiance s'il se comporte bien lorsqu'il voit de nouvelles situations qu'il n'a pas vues précédemment. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez dur à démontrer et qui n'est pas présent dans la plupart des systèmes. Donc la confiance, c'est quelque chose qui est à la fois très technique sur la manière dont on a construit mathématiquement, informatiquement les systèmes. Et là, eh bien, ils se trompent. Alors on peut avancer des chiffres. Dans 20% des cas, ils se trompent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser en boîte noire. C'est des outils qui sont dangereux dans ce sens-là. Ça, c'est une version de la confiance. Après, il y a d'autres versions de la confiance. Par exemple, et je vais peut-être m'arrêter là et puis laisser la parole à... Vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus, bien sûr. Comment on peut mettre en place une gouvernance dédiée à l'éthique, à la supervision continue de nos modèles d'IA. Gouvernance pour l'éthique et la supervision des modèles d'IA. Est-ce que... Alors ça me fait, votre question me fait très très peur. Parce que, en fait, quand on parle des modèles d'IA, les modèles qui sont les plus efficaces, les plus utilisés par la plupart et qui font partie de cette shadow IA dont on parle depuis un moment ici ce soir, eh bien, ce sont des systèmes qui échappent à notre gouvernance et qui sont massivement utilisés. Donc, le problème, c'est qu'il y a un gap énorme entre ce qu'on fait actuellement. Alors, on travaille beaucoup, notamment du côté d'Anity, sur des
des systèmes qui seraient peut-être un petit peu moins généralistes, un peu plus spécialisés. Et je pense que sur ce sujet, eh bien, c'est plutôt mon collègue et ami Nicolas Sacher qui pourra apporter quelques éléments parce que c'est vraiment son cœur de recherche. Et si vous voulez, on peut peut-être lui passer. Absolument la parole. Merci beaucoup. Vous faites un bon binôme. Nicolas Sacher, est-ce qu'on peut vous poser une question sur les scénarios de panne ou de dérive qui doivent être en tout cas anticipés par les plans, et en particulier les plans dits de résilience? Juste pour rebondir aussi ce que Serge a dit, je suis entièrement d'accord que il y a maintenant, grosso modo, deux types d'IA générative. Il y a l'IA générative qui est... Alors, il y a deux sortes, grosso modo, de mon point de vue. Là, il faut dire que la science, c'est vraiment la tortue ici. OpenAI, Anthropic, puis maintenant les Chinois qui nous bombardent de nouveaux modèles tous les jours. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de modèle chinois sur le marché Hugging Face, où on prend nos modèles pour les étudier. Maintenant, il y en a 1000. Donc, ça montre un peu les défis que l'Europe et s'adresse aussi la France. La France est un petit pays avec un petit PIB, avec des problèmes politiques du moment. Et il y a vraiment des défis là-dessus. Mais voilà, je vais continuer. Donc, il y a deux sortes. Maintenant, il y a les modèles géants qui, comme Monsieur Martin Tardiva, c'est ça? Oui. Oui, a dit, grosso modo, ils sont comme des aspirateurs. Ils aspirent toutes les données linguistiques, code et numériques sur la planète. Par exemple, maintenant, on ne sait pas quelles sont les données qu'ils regardent. Comme vous avez dit, Monsieur Martin Tardia, c'est absolument correct. Ils sont légalement en difficulté s'ils admettent ce qu'ils ont fait. Mais c'est assez clair que c'est des trillions et des trillions de mots, quoi. Et donc, et ces modèles, on ne peut pas les construire ici scientifiquement. C'est impossible. On n'a pas les ressources. On n'a pas assez de cycles surgencés. C'est juste pas possible. Et ces modèles, on ne peut pas les entraîner sur ce qu'on dit du fine-tuning, c'est-à-dire où vous avez un ensemble, un jeu de données qui vous est cher et qui est sur un problème particulier. Ils sont trop gros pour être entraînés comme ça. On les entraîne par maintenant ce qu'on appelle du in-context learning. Et du in-context learning, ça veut dire apprentissage en contexte. Vous lui donnez 3, 4, 100, 200 exemples de ce que vous voulez, oui. Et il fait de l'interpolation sur ce contexte. Ce contexte, c'est une entrée dans une fonction mathématique bien compliquée, mais finalement, c'est que de l'algèbre. Et il vous sort une réponse. Ce qui et ça, c'est comme dit Serge, ça c'est un défi particulier parce que c'est très facile à utiliser, c'est très difficile, voire presque impossible à dissecter pour des raisons très claires. D'abord parce que nous ne connaissons pas ces données et nous savons sur des modèles petits que les données avec lesquelles on pré-entraîne un modèle sont cruciales pour cette capacité de in-context learning. Si on n'a pas les données d'avant, si on ne connaît pas quels sont les mélanges de données, ça c'est encore plus important parce que quelquefois c'est très important de dupliquer des données, de répéter des choses parce qu'un gros modèle, maintenant on sait qu'il apprend temporairement et après il oublie. Et vous avez une courbe qui va un peu comme ça et à la fin il finit par voir ça dans ses matrices comme valeur.
Voilà, donc on a des gros problèmes avec ces modèles. Par contre, où on peut être agile, et peut-être les gros modèles seront des mastodons, et nous serons les petits souris qui survivent, la prochaine crash de l'IA, qui va peut-être arriver assez bientôt, c'est qu'on a des modèles agiles où on peut entraîner, qui sont complètement transparents. Par exemple, il y a une boîte française avec laquelle on travaille beaucoup à NIPI, l'Inagora, qui fait non seulement des modèles open source, donc on a accès au code, on a accès au poids des matrices. Bon, ça, les autres modèles des Chinois et des Américains, on en a accès à quelques-uns. Mais ce qui est vachement important, on a accès aussi à leurs données d'entraînement. Même si on ne peut pas les surveiller, parce que c'est quand même 5 trillions de tokens, on peut comprendre les mélanges qu'ils ont eu, et on peut expérimenter dessus. Donc maintenant, la science, elle est lente, mais maintenant, c'est plus des boîtes noires. On comprend vraiment assez bien comment ces modèles fonctionnent sur une taille petite, et nous sommes de plus en plus convaincus, je crois, que avec les petits modèles, on arrive à comprendre les capacités de ce in-context learning, et c'est moins du raisonnement, comme a dit Serge, et beaucoup plus de mémorisation. Merci, merci Nicolas Hacher, c'est passionnant et ça nous interpelle sur la notion de cybersécurité, justement. Et il y a juste un autre truc que je voulais dire. Ah non, allez-y. Je vous laisse... Allez-y. Nous vous laissons terminer et on va faire le lien entre vous et Serge Gratton sur la notion de cybersécurité, justement. Oui, ok, d'accord. C'est juste que, voilà, ces petits modèles sont vraiment précieux. Et si vous voulez voir où on peut aller, je crois que ça, c'est l'avenir pour au moins nous, des chercheurs avec des moyens limités et des cycles d'électricité aussi limités. Voilà. Bien, merci. Nicolas Hacher, Serge Gratton, à tous deux et peut-être Alain Filipovic. Intégrer la cybersécurité dès la conception, c'est quelque chose qui est faisable, qui est envisageable, qui se fait aujourd'hui, parce qu'il y a des menaces qui sont réelles aujourd'hui, qui doivent nous guider dans l'analyse de risque, qu'on soit entreprise privée ou publique. Il existe des menaces. On a besoin d'intégrer dans les systèmes de la sécurité dès le départ, mais il faut aussi l'intégrer au système existant. Alors, est-ce que ces menaces et l'analyse des risques aujourd'hui sont prises en compte par les constructeurs, les fournisseurs, dans les solutions qui sont proposées sur étagère, je dirais? Est-ce que c'est by design dès le départ? Je peux répondre. Nicolas Hacher, oui. Alors, le problème, c'est que, et c'est quelque chose que Serge avait déjà dit, avec les modèles, plus ils deviennent plus performants, ils ont ce problème de hallucination, que quand ils ne savent pas, ils inventent, ils trouvent, oui. Et c'est très naturel. Ils sont construits avec une fonction qui donne ça comme objet mathématique. Donc, ce n'est pas un mystère pourquoi ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et on sait pourquoi. Mais, donc, on est conscient de ce risque et on est conscient de leurs problèmes avec le raisonnement, mais détecter les fautes quand le modèle est très fluide conversationnellement, ça, c'est très dur. Voilà. Donc, je crois qu'on comprend pas mal les menaces, on comprend l'analyse même, mais le mettre en pratique pour nos amis les avocats, c'est très dur. On comprend qu'il y a des analyses statiques et dynamiques, des tests, des revues, des codifications. Enfin, il y a quand même des garde-fous entre tout ce qui est mis en place au niveau technologique et tout ce qu'on peut mettre en place au niveau réglementaire. Est-ce que cette cybersécurité dès la conception peut être une réalité demain ? En fait, on doit bien sûr tendre vers cela.
Donc, quand on parle du by design, la complexité, c'est souvent qu'un système est lui-même un assemblage de tout un tas de systèmes. Donc, en fait, on a des systèmes qui sont extrêmement complexes et il peut venir, bon, en général, faut pas se leurrer, ça vient des gens. Elle est humaine. Elle est surtout humaine, c'est-à-dire la personne qui va utiliser ChatGPT ou qui va faire fuiter des données, fuiter un mot de passe, les gros problèmes. Enfin, c'est plutôt Monsieur Filipovic qui est expert cyber, mais en fait, on sait que c'est ça qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer bien sûr au reste. Et donc le reste, c'est des choses qui sont pratiquées dans les systèmes informatiques depuis pas mal de temps. Donc la maîtrise des composants, peut-être sur des systèmes qui sont... La nouveauté, c'est peut-être qu'ils sont très évolutifs. C'est-à-dire que on est capable maintenant de trouver justement sur des dépôts publics des manières d'utiliser des systèmes d'IA dont on n'avait pas idée la semaine dernière. Et donc on est en train de jouer un petit peu à la police et aux voleurs avec un voleur qui est très imaginatif parce que on surfe sur une production qui est mondialisée et qui est très importante. Alors je pense qu'il y a peut-être du point de vue de la sécurité des systèmes, il y a peut-être un point qui n'a pas été tant mentionné que ça jusqu'à présent, sont les modèles agentiques. Donc les modèles d'action qui, eux, vont pouvoir prendre des décisions, envoyer des mails, rechercher par vos mails. Et donc ici, je pense qu'on dépasse encore d'un ordre de magnitude le risque de ces systèmes. Et tout le monde, c'est très facile de déployer sur ces systèmes, sur ses propres systèmes, cette IA agentique. Et c'est bien sûr, ça va dans la veine de ce que disait Nicolas, c'est-à-dire on a des modèles spécialisés, donc on va utiliser des IA pour actionner des modèles spécialisés, mais pour qu'ils aient la capacité d'action, eh bien, il faut qu'ils aient un certain degré d'autonomie et donc des privilèges. Et en fait, le problème, c'est que sur les humains, on règle souvent les systèmes en mettant le plus bas privilège possible, juste le nécessaire pour que la tâche soit bien exécutée. Et donc, il faut qu'on arrive à décliner ceci aussi pour les modèles d'action. Mais pour moi, ça, c'est un grand risque qui est largement sous-estimé. Et ensuite, quand on regarde du côté de la Chine, eh bien, et là, on y travaille aussi, les modèles qui mélangent la robotique, la vision, le langage. Et là, les choses vont très vite, avec cette fois des outils qui vont agir sur le réel. Avec nous, les robots, ils vont travailler avec nous. Et donc ici, la confiance, lorsqu'on va dans ces systèmes-là, on est plus dans la confiance des systèmes physiques, et c'est un énorme challenge. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un truc là, deux choses. Il y a quelque chose, quand on parle de garde-fou et tout ça, ça présuppose que vous avez une évaluation bien précise des sorties de ces modèles. Par contre, avec des modèles génératifs, ils génèrent du contenu. Et là, c'est beaucoup plus dur d'avoir des évaluations bien précises. Qu'est-ce qu'est un bon contenu? Qu'est-ce qu'est un mauvais contenu? On entre presque dans la critique littéraire. Qu'est-ce qu'est un bon roman? Qu'est-ce qu'est un mauvais roman? Et donc, ça, c'est déjà un défi. Et je voulais aussi souligner ce que Serge a dit sur les systèmes agentiques. On y croit pas mal parce que les gros modèles ont des problèmes quand le prompt, leur contexte dont je parlais devient trop compliqué. Mais en les coupant en petits agents, quelquefois des agents symboliques, on comprend beaucoup mieux leur comportement, on réduit leurs hallucinations. Et c'est comme ça, je crois, qu'en allant vers encore des systèmes plus dédiés à des tâches, pas complètement ouverts, qu'on peut contrôler ces risques systémiques. Donc moi, je suis un grand fan des systèmes agentiques. Merci.
Nicolas Hacher, Alain Philippovitch. Ouais, donc un petit mot sur, c'était un petit peu pour rassurer aussi l'auditoire sur les petits systèmes. Il y a un peu moins de 10 ans, on a commencé chez Continental à faire du véhicule connecté. On s'est dit, bon, on prend les données, on les envoie vers le cloud. Alors il y a des problèmes de cybersécurité partout, hein, dans le véhicule, dans la transmission, dans le cloud, en connexion intersystème, qui est probablement la pire faille possible. Et bien entendu, nos clients, donc les constructeurs automobiles, nous ont dit tout ça, il faut que ça soit sécurisé. Bon, bien évidemment. Donc nos équipes, dès le début, avaient commencé à réaliser tout ça en privacy by design, en cybersécurité by design. Et puis on a activé toutes les cellules qui allaient bien dans les standards de cybersécurité, donc les SOC. On fait du CICD, donc du déploiement, de l'intégration continue et du déploiement continu. La solution, elle marche. Elle marche tant que les équipes restent vigilantes H24. Les ennemis, ils sont, j'utilise une terminologie militaire volontairement, ils sont d'une agilité redoutable, ils sont capables de faire tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas. Ils inventent des solutions d'attaque tous les jours, dans laquelle l'humain est toujours le maillon faible. Les systèmes, en termes d'informatique, ils sont quand même assez bien pensés d'une manière générale, sauf erreur. Ce qui peut toujours arriver, mais donc je voulais un petit peu vous rassurer sur cet aspect-là, mais là on est sur des petits modèles. On n'est pas sur l'IA générative style ChatGPT qui, elle, est totalement problématique. Justement, vous n'êtes pas sur l'IA générative, oui. Justement, Alain. Et c'est ça la grande révolution, parce que tu n'as plus besoin d'algo. C'est ça, il n'y a plus d'algo. Il n'y a que des masses de données et des patrons, quoi. Alors, voilà. Par contre, là Nicolas, il y a un point que j'ai à cœur, et là je vais le dire, c'est en fait il faudrait peut-être arrêter que les gens croient que le modèle universel d'IA générative style ChatGPT est la solution à tout. C'est pas vrai. Ah mais je crois pas, j'y crois voilà. pas. Oui, mais je sais que tu ne crois pas. Mais c'est un truc qu'il faut dire. Donc arrêtez d'utiliser ChatGPT quand vous avez un problème, que vous pensez que vous avez un mélanome, vous allez voir le médecin, il va prendre une photo et lui il va confier ça à une IA qui sait faire. Et pas ChatGPT qui ne saura pas faire, qui va vous dire que des bêtises, ou qui va inventer des choses fausses. Dernièrement, il y a vraiment une entreprise qui s'est fait, c'était Deloitte, qui a reçu une grosse amende du gouvernement australien parce qu'ils ont fait un rapport sur une étude qui était demandée à plusieurs millions, et ils ont dû rembourser, parce que le rapport il était faux, fait par une IA, et que l'entreprise a laissé faire. Ça, c'est de l'amateurisme, c'est du non-professionnalisme, c'est honteux, et ces gens-là devraient être tous licenciés. Voilà. Merci Alain, merci Serge, merci Nicolas. Dire sur Alain, le problème là, Alain, c'est que moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est les petits modèles qui vont faire l'affaire, mais il faut prendre en compte les risques sécuritaires des IA génératives, parce que c'est là que tout le monde utilise. C'est pas un petit modèle, quoi. C'est le problème actuel, et justement, je voulais à tous les trois vous poser la question pour notre auditoire d'automatisation des processus. Est-ce que l'automatisation est incontournable? Est-ce que les processus manuels aujourd'hui représentent les risques opératoires les plus importants à prendre prioritairement en compte, ou est-ce que ce sont justement le fait d'automatiser tout qui représente plus un risque? Voilà, il y a le risque humain par rapport à l'utilisation manuelle, il y a le risque de tout automatiser. Est-ce que l'entre-deux est possible? Donc peut-être comme je suis le moins expert, je commence par répondre, et comme ça je vais laisser mes collègues préciser. En fait, automatisation, là encore, c'est un terme qui existe depuis très très longtemps, l'automatisation, et on a su faire des systèmes automatiques pour lesquels on était capable de prouver avec rigueur leur fonctionnement. Oui. Donc l'automatisation sur les tâches qui s'y prêtent, ce qu'on arrive à axiomatiser, ça marche, et même dans des systèmes plutôt complexes, on y arrive.
avec les questions intéressantes sociétalement et je pense que le point a déjà été évoqué, est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut que dans la société ne travaillent que ceux qui sont capables de faire quelque chose qu'un robot ne sait pas faire? Voilà. C'est pas évident, pas du tout évident. Et donc il y a ça. Et alors après, lorsqu'on parle d'automatisation en lien avec l'IA, on arrive dans une zone un petit peu plus floue. Et là, je pense que lorsqu'on est vraiment sur des systèmes critiques, donc du côté d'Anity, on travaille notamment sur des systèmes critiques qui sont liés au transport. Oui. Et là, on a besoin d'être beaucoup plus précautionneux. Et en fait, se pose la question des standards qu'on doit imposer aux outils pour qu'ils puissent être utilisés dans ces systèmes critiques, pour que tout le monde puisse continuer à prendre l'avion et prendre la voiture sans se sentir menacé. Et donc il y a ces standards et la certification de ces systèmes. Et ça, c'est quelque chose sur les systèmes à base d'IA. C'est quelque chose qui est en train d'être discuté. C'est pas quelque chose qui est réglé du tout. C'est pas réglé encore. Et avec beaucoup de problèmes qu'on voit, parce que l'Institut Anity, c'est un institut qui est pluridisciplinaire. Et donc on a besoin que les spécialistes du droit discutent avec les spécialistes des algorithmes, parce que lorsqu'on parle d'arriver à ces formes de consensus sociétaux qui mettent en jeu justement la sécurité des gens et donc des aspects légaux derrière, eh bien la tâche est extrêmement ardue. Et le développeur derrière sa machine prend des options. Et peut-être que la personne qui fait les lois n'a même pas idée des options que le développeur va prendre derrière sa machine. Je crois que le véhicule automatisé. Voilà, donc on est vraiment, lorsqu'on parle d'aviation par exemple, donc je pense que Nicolas va pouvoir parler d'EASA par exemple, on est sur des problèmes qui sont en débat. Donc on reste sur ces domaines de recherche de qualité, de sécurité et de réactivité face aux risques et aux événements. Et l'ANITI travaille là-dessus, de concert avec les industriels. Oui. Donc on parle d'audit, on parle de tests de contrôle, on parle de codification. On parle beaucoup de preuves de concept, de démonstrateurs. On a besoin d'expérimenter les systèmes dans des cadres qui sont les plus proches de ce qu'on trouve dans les opérations. Alors c'est souvent extrêmement difficile, parce que c'est aussi compliqué pour les industriels de nous ouvrir complètement leurs armoires, leurs données et leurs process. Néanmoins, on avance dans cette voie-là. Merci Serge Gratton. J'aimerais interpeller nos intervenants pour l'audience aujourd'hui sur la formation et la sensibilisation de tout un chacun, et en particulier des équipes dans les organisations publiques et privées. Et là, la question va interpeller certains d'entre vous, mais aussi nos partenaires avocats. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une identification claire des compétences clés qui manquent dans nos institutions, dans nos entreprises? Est-ce que ces parcours de formation, on pourrait imaginer qu'ils rentrent dans les contrats de travail de façon sine qua non, obligatoire, dès le départ, avec des validations bien entendu, sous certains formats, interactifs bien entendu, et avec des mesures d'efficacité, des mesures de performance des collaborateurs? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Et là, la question, je la pose tant au milieu avocat qu'à celui de la formation, Emmanuel Ruiz, et peut-être à Alain Filipovic dans ce domaine-là. Maître Damiano, Maître Tardiva? Alors, la réponse est oui. Clairement, oui. Alors, on peut imaginer aujourd'hui que, comme on a vu fleurir des individus qui sont déclarés extrêmement compétents en matière de protection des données, alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien, mais c'était porteur, on peut imaginer demain qu'effectivement fleurissent une série de consultants spécialisés en IA,
concernant n'importe quel IA en tout état de cause, mais venant vendre leurs services en disant « nous sommes spécialistes », exactement comme ça s'est passé pour le RGPD. Aujourd'hui, il faut absolument alors pour l'instant on n'a pas de législation là-dessus, on a effectivement des certifications, notamment une certification AFNOR, mais pour autant, on n'a pas véritablement de contrôle de compétences. Alors, une société, comme ça s'est passé en 2018, à l'avènement du RGPD, il a fallu désigner des DPO parce qu'on rentrait dans les conditions du RGPD. Allez hop, je vais toi te désigner DPO, t'as pas les compétences, c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon on ne sait pas ce qu'il fait. Malheureusement, on en est encore là pour certaines entreprises. De la même façon, on a vu fleurir des consultants. Donc, je crains malheureusement que concernant la conformité de l'IA avec les problèmes éthiques et tout ce qu'on vient d'évoquer, on rencontre exactement le même problème. Oui, mais malheureusement, nous faisons le même constat et nous posons la question sur l'efficacité de certains programmes, bien évidemment, la mesure de cette efficacité et les canaux de communication d'informations privilégiés pour rester vigilants et donner leur lettre de noblesse à ceux qui sont réellement experts et s'assurer d'une légitimité. Est-ce que, peut-être Emmanuel Ruiz, est-ce que vous avez un élément à nous donner dans ce sens? En fait, dans les entreprises privées, il faut qu'il y ait un référent IA qui est d'abord la connaissance métier. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un spécialiste de l'IA dans toutes les entreprises. Il faut que la base soit la connaissance métier de l'entreprise, autour duquel on construit la formation des outils IA qui sont complétants, qui va, avec des petits modèles spécialisés pour ce secteur d'activité, qui va pouvoir construire la compétence. Et ça passe par de la formation. Mais il y a des nouveaux métiers qui vont se créer autour des référents IA, parce que il ne s'agit pas d'être un spécialiste de l'IA, il s'agit d'être un spécialiste du métier que l'on représente et qui va pouvoir apprendre à utiliser les outils à disposition, les petits modèles d'IA spécialisés qui vont être adaptés pour son secteur d'activité. Je crois que Maître Damiano, Maître Tardiva ont levé la main pour réagir là-dessus et ensuite à la vas-y. Non, je voulais juste appuyer sur ce que vient de me dire M. Ruiz, qui me semble d'un bon sens, mais absolu. C'est-à-dire que l'IA, c'est un moyen. Et il faut rester sur cet objectif-là et cette philosophie-là. Et le mot philosophie me permet de dire que probablement les études qui seront les plus valorisées dans les années à venir, ce sont les études de philosophie. Merci à vous, Alain Filippovici. Oui, juste un petit mot pour dire qu'on est dans un siècle où il y a plusieurs choses qui se passent. En particulier, c'est le règne de la kakistocratie. Donc si vous avez fait un peu de grec, ça veut dire que c'est le gouvernement par les incompétents. Ça veut dire que ce sont les incompétents qui ont le pouvoir partout. Donc c'est un danger. Donc il y a plusieurs façons pour les Indiens de base que nous devenons, nous les sachants, c'est de nous associer en guildes. Voilà. Alors on le fait dans certaines entreprises. Donc quand on a commencé à organiser cette logique de véhicules connectés, on avait créé des guildes chez nous. Et donc là les gens échangeaient entre experts les bonnes pratiques, également sur les exemples qui ne vont pas et des choses. Donc voilà, donc la vigilance, la communication, c'est pas que du push. C'est aussi des choses qui montent de la base. Et de la base, ça peut être les référents IA, justement, métier, pour dire, attendez, moi, vos machins, j'y comprends rien, mais moi, ma problématique, c'est ça, et je veux qu'elle soit traitée correctement. C'est simplement ça, poser les questions en termes simples, donc décrire le problème, et puis ensuite, c'est aux sachants de proposer des bonnes solutions en évitant que ça tombe dans les mains des chefs incompétents, qu'ils soient directeurs d'entreprise ou qu'ils soient politiques.
Merci. Heureusement, nous en avons aussi des très compétents. Il faut l'espérer. Nicolas Achère, s'il vous plaît. Merci. Oui, j'allais juste dire que j'étais entièrement d'accord avec Monsieur Martin Tardiva, encore une fois, que oui, l'IA évolue très rapidement et vous savez comment les écoliers maintenant font l'addition et prennent les racines carrées. Personne ne le fait avec la méthode analytique, ils utilisent leur calculateur. Et que maintenant, si vous demandez aux étudiants de Serge comment est-ce qu'ils vont coder le problème que Serge a posé, ils vont appeler soit Claude Sonnet ou ChatGPT ou un autre modèle, parce qu'ils sont très très bons à faire ça. Et donc, où il faut faire l'entraînement, c'est sur comprendre ces modèles et faire les choses que nous faisons peut-être mieux qu'eux, c'est voilà, des maths de fondation, la linguistique, ce sont des modèles langagiers, et bien sûr aussi la philo. Je suis d'accord avec ça. Merci. Merci Nicolas Achère. La collaboration avec les partenaires technologiques, ça semble une évidence quand on le dit. La réalité est tout autre. Tout le monde n'est pas conforme à la réglementation et lorsqu'on travaille avec certains partenaires, on attend d'eux, à minima, une certaine maturité, une certaine conformité. Maître Damiano, Maître Martin Tardiva, comment s'assurer des critères de maturité, de légitimité réglementaire des partenaires avec lesquels on va travailler au niveau public-privé? On va voir. Non, mais j'ai l'air de blaguer comme ça, mais en fait, pas du tout. Alors, si on audite, c'est-à-dire que si on est, nous, interrogés pour mettre en conformité ou pour essayer de connaître le degré de conformité de nos clients, eh bien, c'est simple, on y va en audit et puis on leur pose des questions et on voit ce qui se passe. Je voulais juste, j'en profite pour rajouter quand même quelque chose qui est un référent. On parlait du référent IA tout à l'heure, c'est bien quelqu'un qui connaît le métier. Connaître le métier dans la boîte dans laquelle on bosse, c'est essentiel. Néanmoins, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour que ce soit la conformité RGPD, que ce soit la conformité en cybersécurité, que ce soit toute conformité, j'ai envie de dire. Donc, il faut à la fois connaître le métier, il faut connaître la technique. Alors, on n'a pas besoin d'être non plus hyper fervent en technique, mais il faut comprendre, il faut pouvoir se parler entre nous. Et il faut connaître aussi le domaine juridique, c'est-à-dire il faut savoir lire le droit et comprendre ce qu'on lit. Donc, en fait, il faut essayer de réunir les 3 compétences. En structurant les contrats, n'est-ce pas ? En structurant mais même sur place, en formant le personnel. Le référent IA doit avoir les 3 compétences. Le DPO doit avoir au moins 2 compétences et savoir effectivement se déplacer dans l'entreprise s'il est externe, comprendre le métier, ou s'il est interne, eh bien, avoir aussi les 3 compétences. Maître Damiano, dans une entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut imaginer une gouvernance partagée, comité de pilotage, reporting unifié, dans ce domaine de l'IT, de l'IA, entre le DSI, la direction générale, est-ce que c'est concevable ça, pour suivre tous les projets? Exactement, c'est concevable et souhaitable. Maintenant, le problème, c'est que hormis les grands groupes qui sont effectivement conformes, et encore, on ne peut pas dire qu'un groupe, une société est conforme à 100%. C'est impossible. Néanmoins, hormis les grands groupes, aujourd'hui, le tissu français est quand même constitué de PME, voire de TPE, et on ne peut pas, puisqu'il faut quand même, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ils ne peuvent pas développer les moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers, pour aller vers une conformité. Donc, on se retrouve coincé. D'où l'idée de la mutualisation. Absolument.
C'est-à-dire qu'on va, mutualisation, on va imaginer un DPO commun à quelques entreprises d'un même club, d'un même groupement industriel pour l'innovation, Alain Filipovic. Ben, on y vient un peu. Quand on voit par exemple un ministère des Armées qui demande à ses industriels d'être conformes à tout un tas de règles qui sont bien, vis-à-vis de la protection des contrats, du respect de la confidentialité des travaux faits pour profit de la défense, etc. etc. Oui, seulement ils sont un petit peu parfois démunis, et s'ils sont une PME ou même une ETI, tout le monde n'est pas taillé pour faire ce genre de choses, et c'est là où typiquement ici à Toulouse au sein du cluster Primus, il y a eu des discussions là-dessus sur mutualiser pour arriver à ce que tous les adhérents d'un cluster comme ça puissent continuer à bénéficier de marchés venant de la DGA ou des armées. Oui. Donc une homologation commune par le DPO partagé, c'est ça? Oui, enfin il y a différentes formules, mais ça peut être effectivement une personne qui va être utilisée par un groupement d'employeurs pour faire des missions dans les entreprises, sachant qu'il y a les problèmes de confidentialité propres à chaque entreprise et à chaque projet. Donc il faut respecter tout ça, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple claquement de doigts, mais tout le monde est confronté à ces problématiques-là de nos jours, et voilà, ça rejoint d'autres problématiques comme la facturation électronique obligatoire, bon, qui est un truc tout petit à faire, mais qui pose des problèmes à tout un tas d'entrepreneurs. Je crois qu'il y a une demande d'intervention là à distance. Oui, je voulais simplement rajouter que ça existe déjà, la mutualisation pour certaines catégories professionnelles. Je pense par exemple aux géomètres experts. Donc les géomètres experts ont un DPO mutualisé puisqu'ils travaillent tous à peu près de la même façon. Alors naturellement, ils n'ont pas tous les mêmes logiciels, mais peu importe, j'ai envie de dire, après on se déplace pour vérifier. Mais les notaires de la même façon, les huissiers, les commissaires de justice de la même façon. Donc il faut aller vraiment pousser les ETI, les PME, même si elles ne sont pas forcément dans le même domaine d'activité, il faut vraiment les pousser à se regrouper pour mutualiser les services. Alors, on gardera de cette intervention un adage, évidemment, que vous connaissez tous, c'est « ensemble plus fort ». Et ça, en France, on a encore des progrès à faire, bien sûr. Et évidemment, nous vient le prochain point, la prochaine question sur l'évaluation des systèmes. Est-ce qu'il y a des indicateurs de performance et de sécurité qu'il nous faut suivre en continu? Et peut-être, Serge Gratton, avez-vous des éléments de conseils et de recommandations à nous donner sur ces indicateurs de performance et de sécurité pour mesurer les systèmes et les résultats? Donc, alors sur les systèmes d'IA, comme on en parle ce soir, les grands systèmes, ils sont testés, effectivement, il y a des benchmarks. Et d'ailleurs, il y a un recueil que je trouve intéressant qui s'appelle le AI Stanford Report de chaque année, qui mesure le progrès des IA sur des benchmarks. Et de suite après, la question qui surgit, c'est que à peine un benchmark est mis sur le marché, que les IA ingurgitent ce benchmark, ce qui fait que l'évaluation des systèmes d'IA, c'est un problème qui est très très épineux, parce que lorsqu'on s'intéresse à ces systèmes d'IA, on veut certes qu'ils réagissent bien sur des situations qu'ils connaissent, mais aussi qu'ils soient suffisamment bons dans les situations qu'ils vont rencontrer dans la vraie vie et qui peuvent être différentes. Merci. Et donc, en fait, ces benchmarks peuvent nous donner l'illusion d'une très très bonne performance sur des tâches, comme par exemple la tâche de raisonnement, mais en fait, c'est souvent quelque chose qui dissimule le fait que les systèmes sont capables de répéter et d'apprendre et de mémoriser. Encore une histoire de shadow, ça, hein?
quelque chose effectivement de sous-jacent. Caché. Et donc, alors justement, je voulais pointer un institut qu'un de nos collègues, Nicolas et à moi, est en train de piloter, qui s'appelle INESIA. En fait, c'est un institut français sur l'évaluation des IA et notamment qui prend en compte les risques. INESIA. Très bien. Et donc, ça fait partie des sujets que traite INESIA. Comment suivre, comment évaluer les performances de ces systèmes. Merci pour cette belle référence. Je crois que Nicolas Hacher souhaiterait rajouter un point important. Nicolas ? Ah oui, désolé. Oui, c'était juste au sujet de ce que Serge venait de dire. Je crois que je souligne tout à fait ce problème, mais c'est pas vraiment quelque chose de méchant, cette idée, parce que ces machines sont des machines inductives, donc ils ont besoin de données, et voilà, ils ont des données de test, et donc et voilà, et ils voient ça, et ils disent oh, je peux apprendre de ça aussi. C'est pourquoi je souligne cette idée de compétences en des choses, des choses anciennes, la linguistique, les maths, la philo, parce que maintenant, pour tester ces machines, il faut des données synthétiques, parce qu'il faut qu'on les invente, parce qu'ils ont déjà, les gros, ils ont déjà pris tous les benchmarks et ils les ont avalés, comme a dit Serge. Mais voilà, donc ça, c'est un défi que notre ami Jean-Michel Loubez, dans l'Institut que Serge vient de nommer, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait maintenant en robotique aussi. C'est des données synthétiques, c'est ça l'avenir. Donc on est rassuré, il y a aujourd'hui des tests automatisés, des exercices de simulation dans le cycle de vie logiciel, des indicateurs qui déclenchent des plans d'action correctifs et puis un déploiement d'actions correctives immédiates. Enfin bref, ce sont des beaux retours là des systèmes experts et un beau retour d'expérience aussi pour nos scientifiques et nos experts technologiques. Alain Filipovic. Ouais, alors sur ce point, c'est un truc qui marche très bien en entreprise. Bon, ça, quand on développe des systèmes électroniques informatiques dans le cloud ou autre, on le fait. Le pen test, c'est un truc, je dirais pas quotidien. Pour ça, on fait des scénarios. On fait aussi des scénarios pour piéger les salariés, pour voir s'ils vont aller cliquer bêtement sur un email frauduleux interne qui est sans danger. On s'aperçoit que les gens ils sont pas mûrs, ils sont pas bons. Alors le problème c'est le grand public qui est pas du tout protégé, parce que des mails frauduleux très bien faits sans faute, moi j'en ai reçu un tout à l'heure. Je me suis posé une question parce que j'attendais une livraison, bon c'était pas forcément le bon livreur, il n'y avait pas de faute d'orthographe, il n'y avait pas de machin, etc. Seulement le seul détail que j'ai trouvé qui était curieux, c'était l'email qui me l'envoyait, parce qu'un Gmail n'est pas censé se passer pour un envoyeur. Donc il faut avoir des réflexes, et là il faut entraîner les gens. Et là, c'est la population qu'il faut entraîner. Si on veut avoir une population résiliente capable de résister, il faut qu'ils s'entraînent à évacuer leur maison s'il y a un risque incendie, inondation, risque climatique. Il faut qu'on ait chacun un sac de secours à la maison. Alors, je ne suis pas un survivaliste, mais je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et c'est pareil pour la cyber, et c'est pareil pour l'IA, les smartphones. Il faudra peut-être aussi apprendre à se dire, on fait comment si on a une panne totale d'Internet pendant une semaine? Comment on réinvente la vie? Voilà. Bon, ça fait des beaux sujets pour une autre conférence. Oui, merci beaucoup.